Alors voilà, le module 3 maintenant, première lecture de ce module qui s'intitule La défense et la politique de sécurité nationale. Alors ici, de ce dont on va essentiellement parler, c'est du lien entre les objectifs politiques du Canada, du gouvernement canadien et les Forces armées canadiennes, les FAC. Alors, dans cette lecture-là, ce qu'il faut garder en tête, c'est les forces canadiennes, les forces armées canadiennes sont un moyen parmi tant d'autres pour arriver à mettre en œuvre les politiques, les objectifs politiques du gouvernement fédéral, du gouvernement canadien. Alors, il y a d'autres moyens qui sont économiques, qui sont financiers, qui sont politiques, diplomatiques, etc. Et il y a des motifs, donc, derrière l'utilisation des forces armées canadiennes. Et que si on arrive à bien comprendre ces motifs-là, on va mieux comprendre le sens de la place des forces armées canadiennes au Canada, puis ce qu'on lui demande de faire sur la scène internationale ou nationale. Excusez-moi, on va regarder dans cette vidéo-là, en survolant la leçon, les structures politiques, essentiellement politiques, dans lesquelles œuvrent les forces canadiennes. On va aussi regarder les facteurs qui influencent les politiques canadiennes, qui, à leur tour, influencent les forces canadiennes, principalement la politique de défense et la politique étrangère du Canada. Puis on va regarder quelques éléments de politique, que ce soit étrangère ou de défense. Alors commençons rapidement avec le régime politique canadien, qui est, vous le voyez symbolisé dans le graphique 1. Ça peut sembler un peu nébuleux, alors on va essayer de décortiquer ça puis de simplifier la chose. En gros, c'est la séparation des pouvoirs. Alors il y a l'exécutif, le législatif et le judiciaire. L'exécutif, le nom le dit, c'est eux autres qui prennent des décisions et qui exécutent. Alors, c'est le bureau du premier ministre, c'est les ministres, c'est toutes les décisions, par exemple, de faire un décret, de décider si on va en guerre ou pas. Évidemment, tout ça est sujet à être approuvé par le Parlement après, mais il y a des décisions c'est le premier ministre qui est commandant des forces canadiennes. Je sais que théoriquement, c'est le gouverneur général, mais le gouverneur général ou la gouverneure générale n'a aucun pouvoir réel. Alors, et elle le défère tout simplement au premier ministre qui devient le commandant des forces armées. Et le pouvoir législatif, c'est lui qui fait les lois et qui à terme aussi doit entériner les décisions de l'exécutif quand il y en a eu. Et le judiciaire, c'est celui qui fait respecter les lois et leurs esprits. Il y a des principes très importants au Canada et qui transcendent la culture politique et la pratique politique au Canada et qui ont des racines historiques très importantes. Et donc, allons-y. Le gouvernement responsable, alors ça c'est très, 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 très important. Alors, les ministres, le premier ministre, bref, le cabinet est responsable devant la Chambre, devant les députés. Et la Chambre, elle, est responsable devant la population canadienne. Donc, il y a une chaîne de responsabilité qui finit avec la population canadienne et dont les élections se veulent comme le tribunal ultime, si vous voulez. Et ça implique évidemment transparence et reddition de comptes. Quand un ministre prend des actions, prend des décisions, gère son ministère, son pouvoir exécutif, ben, il est redevable devant le Parlement. Si ça ne fait pas l'affaire du Parlement, ben, il va perdre la confiance du Parlement, puis bon, il y aura les conséquences. Quand on dit perdre la confiance du Parlement, c'est qu'on n'est plus capable d'obtenir un vote majoritaire. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a des votes clés, notamment le vote du budget, le discours du trône ou une motion de non-confiance. Si un gouvernement perd une de ces voix-là, selon la tradition, ben, le gouvernement vient être renversé, le gouverneur général devrait dissoudre la Chambre et on devrait aller en élection. C'est le genre de truc qu'on voit essentiellement lors d'un gouvernement minoritaire. À moins que je me trompe, au Canada, il n'y a pas de cas
où un gouvernement majoritaire a complètement explosé. Le caucus des membres du parti au pouvoir ont complètement sabordé le bateau, puis ont fait en sorte que le gouvernement perde la confiance. Si c'est arrivé, que quelqu'un me donne l'exemple, puis je vais vraiment être surpris de voir ça. Deuxième principe, c'est le fédéralisme. Alors, au Canada, on a séparé les pouvoirs entre les provinces et le gouvernement central. Par exemple, techniquement, la santé, l'éducation, c'est un pouvoir qui est provincial. La défense, les affaires étrangères, les postes, la communication, c'est un pouvoir qui est fédéral. Donc, la défense, ça relève du gouvernement fédéral. Et il y a la primauté du droit. Qu'est-ce à dire? Tous sont égaux devant la loi et il n'y a pas d'arbitraire. Il y a des lois, on les applique et on les suit. C'est elles qui disent comment on va agir, puis si on n'a pas bien agi, c'est en fonction de ces lois-là qu'on va être jugé. Comme on le voit, les trois principes affectent les forces canadiennes et marquent l'assise du contrôle civil des affaires militaires. C'est pas ce qui va se passer au niveau comment les forces vont être contrôlées, gouvernées et sujettes à des lois. Et ceux qui mettent en place ces lois-là et ceux qui exécutent ces lois-là sont responsables devant le Parlement et devant la population. Alors on voit la chaîne de contrôle qui part de la population et qui monte jusqu'aux forces canadiennes qui en fait ne sont pas autonomes, sont contrôlées par le gouvernement et le gouvernement, lui, il doit rendre des comptes à la population. Et voilà, donc, et aussi, c'est ce qu'on disait là, c'est un régime constitutionnel au Canada. Alors, il y a une loi fondamentale qui est écrite, qui est la Constitution. Elle a été révisée en 82, quand on l'a rapatriée. Il y a aussi des lois autour de la Constitution qui ont un caractère fondamental. Pensons à la Charte des droits et libertés, par exemple. On peut penser aussi à la loi de la défense nationale. Il existe aussi des traditions, parce qu'on est un système britannique, notre système politique est britannique. Alors, il y a un paquet de traditions qui ne sont pas nécessairement écrites, mais qui ont une force aussi vive que la Constitution. Si un jour vous décidez de lire la Constitution canadienne, vous allez lire assez rapidement au début du texte que ça dit que c'est d'inspiration britannique. Et du côté du Royaume-Uni, à proprement parler, il n'y a même pas de constitution. Il y a une série de lois fondamentales, il y a une série de traditions. Quel genre de tradition est si indéterminante? Le chef du parti qui a le plus de sièges est premier ministre. C'est pas écrit, c'est une tradition. Et pourtant, c'est une tradition qui est majeure, parce que ça décide c'est qui excusez-moi l'expression, c'est qui va être le boss au Canada au niveau politique. Excusez-moi. Alors, comme je le disais dans la Constitution, les forces armées relèvent du pouvoir fédéral. Il y a une citation en page 3 que je vous invite à regarder qui est très... qui permet de bien saisir la notion du contrôle civil. J'ouvre les guillemets. C'est au gouvernement qu'il incombe d'exprimer l'avis du public à l'égard des affaires militaires, de déterminer les grandes orientations du ministère de la Défense nationale et d'adopter les politiques de la défense. Je ferme les guillemets. Alors ici, on a quelque chose de très fort. Le gouvernement est interprète de la population, se fait son porte-voix et va dicter les choses. C'est lui qui est le patron. Mais il interprète la population, la voix de la population, et doit finalement, au bout d'un certain moment, aller rendre des comptes, puis redemander, si on veut, la permission à la population de poursuivre, de pouvoir continuer à avoir ce rôle-là. Alors évidemment, il y a une dynamique ici entre la population et les organisations politiques qui sollicitent des mandats, qui les obtiennent. Alors, il y a différents partis politiques, il y a différentes plateformes. Un parti évolue dans le temps, la population évolue. Évidemment, les membres des partis politiques viennent de la population, il y a de la distribution géographique différente. Alors, un Canadien de l'Atlantique, un Canadien des Prairies ou du Québec-Ontario ne voit pas les choses nécessairement de la même façon. Et alors, il y a toute une dynamique
au niveau de la Fédération canadienne, à ce niveau-là, qui influent sur les idées politiques et les décisions politiques. Et c'est à terme cette dynamique-là qui finit qu'à contrôler les forces canadiennes qui sont sous l'égide de ces autorités-là et donc de cette dynamique-là. Alors ici, je présente un peu les grandes lignes de tout comment la scène canadienne influence l'emploi des forces canadiennes, les politiques de défense et ça va être quoi le traitement des forces au Canada. Maintenant, si on regarde la structure et responsabilité du MDN puis des Forces armées canadiennes, alors il y a énormément de choses ici et on va parler bon, évidemment dans la section des notes de cours, vous voyez par écrit qu'on va commencer à parler des lois plus spécifiquement qui contrôlent les forces canadiennes. On va se référer à la loi de la défense nationale, on va parler de la charte, puis on pourrait aussi parler de la loi sur les langues officielles, etc. Alors, l'idée générale pour le ministère, c'est de conseiller le ministre, appuyer les forces canadiennes au niveau du personnel civil, exécuter le mandat de la défense. Alors, c'est toute cette gestion-là, l'analyse, la prévision de qu'est-ce qui va arriver, on en est où avec nos forces armées, l'équipement en est où, c'est quoi les besoins, qu'est-ce qui se passe à la scène internationale, comment qu'on doit développer quel genre de politique de défense qu'on doit développer, qu'est-ce qu'il faut faire avec les forces canadiennes pour qu'elles suivent nos politiques de défense. Et c'est tout ça les genres de tâches qu'on voit au niveau du ministère de la Défense nationale. Et là-dedans, il y a une coopération entre les civils et les militaires avec une division assez évidente du travail où les civils sont en appui des militaires avec des positions décisionnelles clés comme au niveau du ministre, du sous-ministre et des sous-ministres, du sous-ministre adjoint et de son équipe plus rapprochée. Mais au niveau des militaires, évidemment, c'est vous qui êtes sur le terrain à terme et qui fait les opérations sur le terrain au niveau militaire. Le volet militaire appartient qu'aux militaires. Les civils restent à l'arrière-plan pour des raisons évidentes qu'il y a une question d'expertise ici que les civils n'ont pas, puis c'est pour ça qu'on a une force armée, évidemment. Maintenant, si on va... oui, excusez-moi. Et je veux rappeler ici l'importance, encore une fois, du contrôle civil, les lois qui encadrent les forces. On a parlé de la loi de défense nationale, des lois sur les sociales, les chartes des libertés. Il y a aussi la notion de la transparence et la reddition de comptes qui sont liées à la responsabilité ministérielle. Alors, on voit comment le cadre législatif donne vie aux forces canadiennes et encadre cette existence-là par la suite aussi. Maintenant, stratégie de sécurité nationale. Alors, évidemment, l'idée ici, c'est qu'on se donne des objectifs, puis après ça, on se donne les moyens pour atteindre nos objectifs. Et il y a tout un art de coordination derrière ça. Et rappelons-nous, les forces canadiennes, c'est un partenaire parmi tant d'autres, avec un mandat très spécifique, des capacités très spécifiques à l'intérieur de cette stratégie-là. Je vais prendre un exemple bien simple, et c'est comme ça qu'on m'a fait comprendre au début, quand je suis arrivé à l'Institut OSID, ce qu'était une force armée. On m'a fait venir dans un bureau d'un lieutenant-colonel qui, à l'époque, était le commandant du collège militaire. Puis il nous a dit, quand nous, il parlait des militaires, on se fait appeler, c'est parce qu'il n'y a plus personne d'autre qui est capable de faire le travail. Puis après nous, il n'y a plus personne qui est capable de faire le travail. Alors, c'est une force d'extrême mesure, hein? Au moment où je fais cette vidéo-là, on vient d'avoir des inondations dans l'est du pays. On a appelé les militaires quand les autorités civiles ne suffisaient plus et on avait besoin d'aide. On est allé en Afghanistan pendant 11 ans. Les forces canadiennes ont été là pendant 11 ans. Si les diplomates et les politiques économiques, les mesures économiques, des sanctions économiques, la diplomatie avaient été en mesure de régler le problème,
régler la menace, endiguer la menace que posait l'Afghanistan après les attentats du 11 septembre, les forces canadiennes ne seraient pas allées là-bas. Si on avait été capable, si dans des situations de maintien où il y a des paix qui sont signées, si on pensait que la paix était capable de se faire d'elle-même, là, on n'enverrait pas des casques bleus l'aider. C'est vraiment un outil qui arrive en extrême mesure. C'est la nature un peu de l'appareil. Excusez-moi l'expression, c'est la nature de la bête, de la bébite, si vous me prêtez évidemment l'expression. Ce qui est important, là je veux noter deux choses qui sont importantes par rapport à la stratégie puis à la politique de défense. Alors je viens d'en dire un, c'est un moyen qui est souvent extrême. Puis aussi, notre stratégie est liée à nos valeurs. OK? Et aux aspirations des Canadiens. On ne fera pas n'importe quoi, on ne va pas aller n'importe où, on ne va pas le faire n'importe comment. Et ça, c'est la contrainte que le module sur l'éthique et le leadership et l'éthos nous ont permis. C'est des lectures où on a pu voir cette dimension-là. Des valeurs qui impactent sur les activités des forces canadiennes. Bon, maintenant, si je pense à la politique de défense de manière générale, là, je vais passer, essayer comment dire, de cultiver, de donner les facteurs les plus généraux possibles. Parce que c'est des applications particulières. Je ne veux pas faire le dédale de telle politique nécessairement, parce que bon, les gouvernements changent, il y a toujours des nouvelles politiques, il y a toujours des nouveaux... le contexte, il va changer, mais il y a des paramètres structurels qui sont très forts, puis qui demeurent, puis qui continuent d'influencer et la politique de défense et la politique étrangère. La géopolitique, et les liens historiques. Hein, on a vu au Canada, toute l'époque britannique nous a influencé beaucoup. Le Canada est allé à la Première Guerre mondiale parce que les Britanniques sont allés. Mais on a vu qu'avec le statut de Westminster et l'indépendance complète du Canada en 1931, c'est-à-dire qu'elle pouvait formuler sa propre politique étrangère, et bien, il y a eu une indépendance qui s'est développée, mais cette indépendance-là n'a pas signifié nécessairement une complète autonomie, qu'on est devenu des Lone Riders, excusez-moi, là, des Lucky Luke seuls sur leur cheval, un cowboy solitaire loin de chez lui. Alors, la géopolitique n'a pas arrêté de nous influencer. On est à côté des États-Unis qui sont devenus la plus grande puissance mondiale. Et bien, ça, c'est un facteur qui, évidemment, qui influence de façon assez significative notre politique de défense comme notre politique étrangère. Il y a aussi l'influence des mentalités, les intérêts du public, c'est quoi les mouvements, les grands mouvements d'intérêt public, les groupes d'intérêt, les lobbies aussi organisés qui ne sont pas nécessairement le reflet de groupes d'intérêt public, mais ça peut être des intérêts plus particuliers, comme on pourrait penser au lobby du pétrole ou le lobby pour contre le registre d'armes à feu, etc. C'est des exemples qui me viennent à l'esprit, mais vous voyez le genre de lobby qui existe, le lobby environnemental, pour faire la contrepartie à celui du pétrole. Et puis, il y a des trames de fond là, qui ne sont pas nécessairement organisées, des manifestations, des marches qui marquent l'intérêt public, les sondages qui lisent l'intérêt public, puis qui disent aux décideurs politiques, ouais, ben là, au Canada, d'aller avec George W. Bush en Irak sans l'accord de l'ONU, on n'est pas trop chaud. On a le pouls de la population, c'est pas organisé, mais c'est assez vaste que au bureau du premier ministre et des décideurs, on se fait dire c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça, parce que la population n'est pas d'accord. Évidemment aussi, les décideurs ont une influence indéniable. Au-delà de la décision qu'ils prennent, c'est des gens qui influencent les gens. Puis là, évidemment, ces décideurs-là, ils ont leurs propres idées, leurs propres intérêts, leurs croyances, leur affiliation politique, leur lecture de la population. Il y a des décideurs politiques qui sont super bons pour lire la population, comprendre c'est quoi le pouls du monde, et d'autres qui ne sont pas nécessairement, c'est pas nécessairement leur force. Je vais donner un exemple qui n'a pas rapport à la défense. Stephen Harper, dans son élection, celle où il est devenu gouvernement majoritaire, je pense en 2008, ou en 2011 peut-être, 2011, voilà. Quand il était fait campagne au Québec, au début de la campagne, les sondages montaient que ça allait pas si mal que ça, puis qu'il pouvait quand même remporter pas mal de sièges au Québec.
Mais il s'est mis à parler de culture, puis à parler qu'il voulait couper dans la culture. Puis bon, au Québec, ces affaires-là, c'est pas toujours, c'est de quoi qui résonne moins bien. Alors, il a pas peut-être bien lu la population québécoise par rapport à ça, puis en faisant campagne là-dessus, ben ça a un peu fait effriter son vote, puis il est sorti, je pense, avec seulement une dizaine de députés. Bref, c'est pas pour dire qu'en général, Stephen Harper avait pas une bonne lecture de la population. Il pourrait être bon à un moment puis mauvais à un autre. On n'est pas toujours sur notre meilleur jour, mais l'exemple que je veux faire valoir avec ça, c'est que ça se peut qu'un politicien lise mal le pouls de la population, puis ça donne la décision que ça donne. Si on va maintenant aux objectifs, il y a une constance depuis les années, depuis le début de la guerre froide, depuis les années, le papier, le livre blanc de 47, les trois grands axes. Ça bouge à peu près pas. Il y a des petites modifications, ça bouge pas beaucoup. C'est défendre le Canada et ses citoyens, c'est défendre l'Amérique du Nord, puis c'est de contribuer à la paix et la sécurité mondiale. En gros. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que quand on les regarde, ils ne sont pas nécessairement 5 pieds d'égalité. C'est pas quelque chose qui est discuté dans la lecture, mais je pense que ça vaut la peine de vous apporter cette idée-là, cette dimension-là. On sent clairement que le point 2 puis le point 3 défendent l'Amérique du Nord puis contribuent à la paix et à la sécurité dans le monde, mais c'est au service du premier. C'est-à-dire défendre le Canada et ses citoyens. Ultimement, c'est ça le seul et unique objectif de la politique de défense. C'est défendre le Canada, ses citoyens. Alors, les deux autres deviennent un peu des moyens en vue d'une fin qui est le premier. Alors, il y a ici cette idée-là, je pense, qui nous permet, je vous l'ai dit parce que ça nous permet peut-être de mieux saisir là, ce qui peut arriver, ce qui peut se passer sur la scène mondiale, puis pour la scène de la défense là, au Canada. On peut appeler à faire des actions en Amérique du Nord, on peut être appelé à intervenir dans le monde, mais tout ça a à terme pour but d'assurer la sécurité du Canada et de ses citoyens, qui est le premier objectif des forces canadiennes. Si on prend le premier objectif plus précisément, donc ça peut... on va pour la défense du Canada puis de ses citoyens, on va surveiller le Canada, assurer d'avoir des capacités de recherche, des capacités de défense en cas d'invasion, être capable d'aider le pouvoir civil, comme on le voit fréquemment avec l'opération Lantus. Au niveau de l'Amérique du Nord, il y a le NORAD, des exercices bilatéraux, l'interopérabilité, s'assurer aussi qu'on ne pose pas une menace pour notre voisin. Je pense que c'est important. Au niveau 3 de la contribution à la paix, la sécurité du monde, c'est être apte au combat sur toute la largeur du spectre le plus possible. Ça, c'est quelque chose qui a commencé à ressortir beaucoup avec le livre blanc de 94, la souplesse, parce qu'évidemment, on avait coupé dans le budget en 94, fait qu'on s'était dit, ouais, mais on va devenir plus agile, plus souple, alors quand on va couper, il n'y aura pas de conséquences sur nos capacités. Et là, dernièrement, avec le premier ministre Trudeau, depuis 2015, puis sa politique de défense, on a remis l'accent sur les missions de maintien de la paix. Jusqu'à présent, on est allé au Mali. Là, on s'apprête à s'en retirer, puis il s'apprête à aller ailleurs. Mais du moins, il y avait une intention claire, puis il y a eu une manifestation de cette intention-là au Mali. Maintenant, si on parle, il y a eu des changements législatifs après le 11 septembre, notamment la création du ministère de la Sécurité publique qui coordonne tous les ministères et organismes fédéraux impliqués dans la sécurité. Et tout ça repose sur une loi de la sécurité publique et une loi antiterroriste. L'idée qu'il faut retenir de tout ça, c'est ce que j'ai pas dit tantôt, je pense que je l'ai oublié quand je parlais dans l'influence, dans ce qui influence la politique de défense. C'est un facteur clé, c'est le contexte international. Avant qu'il y ait les attentats terroristes de New York en 2001, on ne se sentait pas aussi vulnérable que ça. Là. Il n'y avait pas le contexte international n'était pas à lutter au terrorisme. Il y avait du terrorisme, ça existait, ça faisait longtemps, mais c'était pas à ce point important, à ce point une menace. On se sentait en sécurité chez nous. Et là, oups, le contexte change, il faut se raviser, il faut repenser nos politiques. On ne l'a pas vu venir, on n'était pas nécessairement prêt, on ne veut pas que ça se reproduise. Qu'est-ce qu'on fait?
on s'est ajusté, on a changé nos lois, on est allé s'impliquer en Afghanistan, etc. Alors, je n'irai pas dans le détail de ces lois, le texte est clair. Ce que je trouve vraiment justement très intéressant ici, c'est de vous mettre en tête là, que c'est pas gratuit, c'est pas arrivé pour rien, c'est pas indépendant, il y a un contexte qui influence. Alors là, on a un portrait global de ce qui influence la politique de défense avec la géopolitique, avec les mentalités, avec toutes les forces qui influent aussi, si on complète un peu le portrait au niveau financier, au niveau économique. Alors un pays qui entre en dépression, ben, ça va avoir une influence sur sa politique de défense parce que les finances seront plus les mêmes. Là, on a aussi le contexte. Alors, on commence à avoir une bonne idée au-delà de la structure qui influence les forces canadiennes puis qui ont un impact direct sur leur emploi, sur les politiques qui dans le fond, les politiques de défense désignent ce que les forces vont faire. C'est un peu, je me suis pris la note tantôt, là, c'est un peu la personnalité des forces canadiennes, la politique de défense, c'est ce qui dicte le rôle qu'elles vont jouer sur le théâtre de la sécurité pour le Canada. Attendez un instant, je veux juste... voilà, maintenant ça m'amène à parler de la politique étrangère pour conclure. La politique étrangère, c'est ce qui définit les intérêts géopolitiques d'un pays, comment elle va maintenir son influence sur la scène internationale. Alors encore là, on a des facteurs qui recoupent un peu ce que j'ai dit pour la politique de défense, les facteurs économiques, financiers, culturels, politiques, militaires. C'est aussi la politique étrangère, c'est notre personnalité, la personnalité du Canada et de ses intérêts sur la scène internationale. Et dans le cas du Canada, il y a des traits fondamentaux qui restent tout au long, qui ne disparaissent pas, qui sont présents tout le temps, qui sont dans notre ADN, si je puis dire. Alors, on va parler du fait que nous sommes internationalistes. Alors, le Canada n'est pas isolationniste. Le Canada se soucie de ce qui se passe sur la scène internationale. Ça ne veut pas dire qu'on va intervenir partout. On peut pas, on n'a pas les moyens, il n'y a personne qui a les moyens. Mais on s'en soucie, puis si on peut, on va y aller. Si ça convient à nos intérêts, on va y aller. Si on est multilatéral, comme je disais tantôt, on n'est pas des Lucky Luke. C'est pas dans la personnalité canadienne. Le Canada va essayer de bâtir le système monde, de contribuer. La contribution que le Canada veut faire au système mondial, c'est celui qui s'axe autour du dialogue, du multilatéralisme. On va se parler, on va s'entendre, on va travailler ensemble. Alors c'est pour ça, entre autres, que le Canada, il y avait des pressions pour pas qu'on aille en Irak avec George W. Bush, parce qu'il ne voulait pas y aller. Il n'y avait pas l'accord de l'ONU, alors on se disait, bah, le Canada n'est pas à l'aise avec ça, on n'est pas confiant, c'est pas nous, on n'est pas comme ça. Alors, on n'était pas à l'aise. Alors, le premier ministre Jean Chrétien a pris la décision de ne pas y aller. Puis, je pense qu'à cette époque-là, au Canada, il y avait fait plaisir à beaucoup de monde. Peut-être, je ne dis pas tout le monde, mais le sentiment canadien abondait en ce sens-là aussi. Aussi, il y a la question que le Canada, c'est un pays qui est commerçant. On est un pays libéral capitaliste. Certes social-démocrate, qui n'est pas aussi à droite naturellement que les États-Unis, mais ça fait partie de notre ADN, de qui on est, puis comment on se projette à l'extérieur. Alors, ça va nous amener à privilégier la stabilité, la paix et certaines valeurs. Là, ici, je vais faire attention ici pour ne pas induire tout le monde en erreur, parce que la question des valeurs, elle est délicate. Vouloir défendre ces valeurs ne se fait pas d'une seule façon. Et on ne peut pas toujours le faire non plus. Prenez par exemple nos relations avec la Chine. On a des grandes relations commerciales avec la Chine qui sont vitales à notre économie. Et pourtant, la Chine, ce n'est pas un pays démocratique. C'est une dictature. Et puis, au niveau des droits de l'homme, c'est pas, le respect des droits de l'homme n'est pas en adéquation avec ce que nous, on souhaiterait voir chez eux. Mais on est assez intelligent pour savoir que c'est un pays de 1,3 milliard d'habitants avec 5 000 ans d'histoire, qu'on ne l'influencera pas nécessairement de façon aussi facilement qu'on le voudrait, puis qu'il faut travailler dans la longue durée et de se dire, bon, on va faire du partenariat économique avec eux, on va en faisant ça, on va contribuer à l'enrichissement des Chinois. On n'est pas tout seul à le faire, il y a
tout le pays de bloc occidental le fait. Et on a un espoir d'être, plus qu'on les intègre à nous, plus qu'on a des chances de défendre nos valeurs chez eux et plus qu'on a de chances d'assurer la paix et la stabilité parce qu'il en vient de moins en moins leur intérêt d'être en conflit avec nous parce que nos intérêts sont entreliés, sont enchevêtrés. Alors c'est comme ça qu'on travaille. On n'est jamais dans du noir ou du blanc. C'est trop compliqué. C'est plus subtil que ça. C'est toujours plus gris que ça. Alors, il faut faire attention quand on juge la politique étrangère et de défense du Canada, c'est assez intéressant, à comprendre la réalité de la scène internationale, la réalité de c'est qui le Canada là-dedans, sa géopolitique, sa démographie, ses finances, ses valeurs, ses intérêts, comment tous ces facteurs-là sont en dynamique les uns les autres, déterminent nos objectifs, détermine les moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour les atteindre et comment qu'on peut le faire. C'est l'idée forte que je voulais faire sortir dans cette présentation-là de la lecture 1 du module 3, en espérant que ça vous a aidé et que c'est bien clair. Et évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter. Merci, bonne journée!